Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, on va voir 6 clés de préparation mentale qui sont utilisées par les négociateurs de certains services spécialisés de la police. Pour recontextualiser, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas et qui arrivent sur cet épisode-là sans avoir suivi un petit peu mon parcours, pendant 15 ans, j'ai été dans la police française et pendant à peu près 10 ans en unité opérationnelle sur le terrain. Et pendant environ 5-6 ans, j'ai été formateur spécialisé au sein de la police. Donc j'étais spécialisé en maniement des armes, en technique d'intervention, en sport, en secourisme. Et surtout, quand je dis surtout, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté, qui m'a animé, qui m'a transcendé, j'ai envie de dire, c'est que j'étais spécialisé en préparation mentale. J'ai été formé en 2016 en préparation mentale au sein de la police et en 2018, j'ai été formé comme formateur de formateurs. Donc le premier en France, en fait, il n'y en avait pas qui avait été formé par les institutions militaires. Donc j'ai été formé comme premier instructeur en préparation mentale au sein de la police nationale française. Donc l'avantage de tout ça, c'est que j'ai pu côtoyer, étant installé dans l'école des officiers de police et des commissaires, j'étais au contact de certains groupes d'intervention qui venaient faire passer leur sélection. Moi, ça m'a permis de connecter avec de nombreuses personnes de services spécialisés. C'était très chouette parce que je pouvais aussi, ils m'autorisaient à ça, à assister à leurs tests. Moi, personnellement, j'ai aussi passé des tests de sélection pour des groupes spécialisés, mais là, d'avoir le privilège d'être en arrière-scène pour voir un petit peu comment ils décryptaient ce que vivaient les candidats, c'était plutôt chouette. Et dans cette école-là, j'ai pu créer pas mal de liens, pas mal de contacts avec un certain nombre de personnes et je suis évidemment encore en contact avec eux parce que même si j'ai quitté l'institution policière, ce métier-là, moi, je l'estime toujours autant et je suis rentré dans la police par conviction et je suis aussi parti de la police par conviction parce qu'il y avait autre chose qui m'appelait, mais j'ai jamais critiqué ce métier-là et j'ai toujours considéré qu'il était vraiment très difficile. Et pour moi, aujourd'hui, en termes de préparation mentale, ça a été vraiment un immense laboratoire, ce passage dans la police, tout simplement parce que ça m'a permis de comprendre de nombreuses situations, de rencontrer de nombreuses personnes, de tester aussi avec de nombreuses personnes. Moi, j'ai formé plus de 1000 officiers. Alors, quand je dis officiers, il y avait des officiers, des commissaires, puis il y avait aussi parfois d'autres types de personnes qui venaient se greffer sur les groupes. Mais j'ai formé plus de 1000 personnes à la préparation mentale. Je me souviens aussi, j'en parlerai d'ailleurs sur un autre épisode où j'avais formé des jeunes polytechniciens, des gens qui venaient aussi de l'extérieur comme ça pour découvrir les différentes activités de la police et puis évidemment on leur proposait de la préparation mentale. Donc voilà, pour contextualiser un petit peu et tout ce que je vous dis en fait, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et surtout que j'ai eu, ça vient de la source en fait. Parce que moi j'ai jamais été négociateur dans les services spécialisés mais je suis encore en contact avec des personnes qui le sont et pareil, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment un métier qui est extrêmement complexe, qui demande beaucoup et beaucoup du don de soi. Et ouais, donc c'est vraiment très très chouette. Et en tout cas, chaque fois que j'ai des discussions avec ces personnes-là, ils sont d'une humilité incroyable. Je me souviens dernièrement, j'en ai fait intervenir un au sein de l'académie. Il me dit, mais tu sais Geoffrey, je ne sais pas ce que je vais pouvoir leur apporter moi aux personnes de ton académie. Mais en fait, il a tellement l'habitude pour lui de faire ce job-là. Pour lui, c'est une évidence. Il met en place tellement de choses que... mais j'ai déjà remarqué ça avec de nombreux spécialistes. Quand on est spécialisé dans quelque chose, on n'a pas forcément la prise de hauteur nécessaire et on croit qu'on est bon qu'à ce type de mission. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on n'a pas conscience à quel point ce que l'on fait pourrait aider indéniablement d'autres personnes dans d'autres professions. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait dans la négociation dans la police, bien évidemment, c'est applicable dans le privé, mais quand on est uniquement sur le domaine de la police, on n'a pas forcément conscience de toutes les opportunités et tout ce qui peut se passer autour. Mais moi, c'est vrai que ça, je l'avais saisi quand j'étais préparateur mental dans la police. Je me suis dit, mais attends, je peux aider tellement de monde, il y a tellement de besoins autour de moi. Je sais que les demandes vont être de plus en plus nombreuses et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de m'envoler de mes propres ailes. Ok, c'était peut-être un peu risqué
de quitter cette institution, mais en tout cas, j'en avais vraiment, au-delà de l'envie, je ressentais qu'il allait y avoir des demandes de plus en plus nombreuses, et c'est le cas d'ailleurs. Moi, j'ai quitté la police en 2020, et après les JO de 2024, là, les demandes, elles sont exponentielles en termes de prépa mentale. Donc, j'ai un petit peu élargi le contexte, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous partager là, c'est issu aussi le fruit de discussions, d'expérimentations, etc. Dans tout ce que je vais vous partager, moi je vous invite à faire un pont par rapport à votre quotidien, que vous soyez déjà dans l'accompagnement de personnes, que vous aimiez aussi accompagner des gens, les aider, etc. Que vous soyez manager, chef d'entreprise, dirigeant, ou peu importe votre situation, parce que vous êtes nécessairement tout le temps en contact avec des personnes. Ce que je vais vous partager, faites un pont par rapport à votre quotidien perso et pro. Vous allez voir que ça va pouvoir vous aider. Et on est vraiment sur de la stratégie qui est pratico-pratique. Alors, sans plus attendre, par rapport à ces cyclés, je vais commencer par la première. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise aussi quotidiennement. C'est très précieux. Je l'utilisais aussi quand j'étais policier de terrain. C'est que un négociateur, en tout cas, le négociateur avec qui j'ai discuté dernièrement, qui est issu d'une unité parisienne, il ne fait pas que négociateur. Contrairement au RAID, où là, ils ont une cellule négociation, lui, il est dans cette unité-là où il a le rôle de négociateur, il a des astreintes, etc. Mais il peut switcher très rapidement entre le rôle de négociateur et le rôle d'opérateur, donc d'aller dans la colonne d'assaut. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on lui demande de basculer comme ça d'un rôle à l'autre, il doit, et c'est la première clé de préparation mentale, il doit être capable de switcher dans son rôle. Mais ça demande un switch mental, émotionnel, comportemental, parce qu'imaginez, quand vous êtes dans la colonne d'assaut, vous n'avez pas les mêmes besoins que lorsque vous êtes négociateur. La colonne d'assaut, on va à l'interpellation. Donc ça demande, on agit en force, en adrénaline, on est dans l'action, alors qu'à l'inverse, la négociation, on est dans de la compréhension, dans de la discussion, dans de la création de liens, etc. Donc c'est deux univers complètement différents. On a d'un côté l'action versus l'autre côté où on est plutôt posé et calme. Donc ça, le négociateur, il a ce devoir de switcher rapidement, quand il est dans ce type d'unité en tout cas, il doit switcher rapidement d'un état mental à un autre. Donc ça, au-delà d'une capacité, c'est vraiment une compétence à développer. Il se doit, en une fraction de seconde, enfin façon de parler, parce qu'il a quelques minutes pour changer de rôle, mais il doit tout de suite adapter un état mental, un état émotionnel qui est complètement différent. Parce qu'imaginez, si vous entamez une discussion avec quelqu'un et que vous êtes en mode action, en mode adrénaline, j'ai envie de dire, ça sera complètement inapproprié. La personne en face de vous va sentir que vous êtes là pour, pas forcément pour le comprendre, mais au contraire que vous êtes là pour mettre fin rapidement à une situation. Donc cette compétence-là qui est nécessaire pour ce négociateur, imaginez-vous à quel point elle peut être utile. Imaginez quand vous êtes sur votre lieu de travail et quand vous rentrez à la maison. Pareil, ça demande aussi un switch. Quand vous passez d'un client à un autre, pour certains qui ont des clients, vous devez switcher parce que la situation A n'est pas la même que la situation B. Bien sûr que les négociateurs, eux, ils passent d'un extrême à un autre. Mais parfois aussi, dans notre quotidien, on se doit de passer d'un extrême à un autre. Vous êtes tranquillement en train de marcher dans la rue et là, il se passe un truc face à vous. Vous êtes en train de conduire et puis là, il se passe aussi quelque chose. Donc, ce switch mental là, qui est nécessaire pour les négociateurs, vous devez aussi l'intégrer et apprendre à le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle sa capacité d'adaptation, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça aussi que la préparation mentale est extrêmement utile, parce que pour être capable de switcher d'un état à un autre, la première chose, c'est déjà de bien se connaître. Déjà prendre de la hauteur par rapport à soi-même pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans sa zone de maîtrise. Moi, la zone de maîtrise, c'est un concept que j'enseigne au sein de l'Académie de puissance mentale. C'est savoir où est-ce qu'on est précisément dans cette zone. Donc, vous avez, et j'en parle dans mon livre, aux éditions Erol, donc vous avez les 3 zones. La zone critique haute, là où on est plutôt en haute énergie et que c'est pas du tout adapté. Donc là, on va être dans de la colère, on va être dans de l'excitation, on va être dans toutes ces énergies qui sont pas forcément adaptées parce qu'on va avoir des comportements, des émotions, des pensées qui sont pas du tout adapté à la situation qu'on rencontre. En dessous, vous allez avoir la zone de maîtrise, vos comportements, votre énergie, votre discours intérieur, la capacité relationnelle va être aussi maîtrisée, elle va être adaptée, elle va être adéquate.
Et quand on va être en zone critique basse, bon, bah là, on sera plutôt en une énergie basse qui n'est pas du tout adaptée. Donc, on va être triste, dépité, abattu vraiment dans le sens où on est pas bien physiquement, mentalement. Et du coup, on va avoir des comportements qui vont pas être du tout adaptés. Donc là, de savoir où est-ce qu'on se situe précisément, ça demande un entraînement aussi. Ça demande une fine connaissance de soi. Moi, quand j'accompagne des athlètes, des dirigeants, des artistes, toutes ces personnes qui ont une pression quotidienne qui est importante, ils intègrent ce process-là pour savoir lire ce qui se passe à l'intérieur d'eux, comme s'ils savaient lire un tableau de bord, mais non pas d'une vieille 2 chevaux, mais au contraire un tableau de bord d'une Formule 1. Et plus on va avancer dans l'évolution, et plus la finesse de compréhension de soi va être importante. Donc, déjà, savoir prendre de la hauteur par rapport à soi. 2, comprendre ce qui se passe aussi intérieurement. Et 3, savoir mettre en place quelque chose très rapidement pour switcher. Et ça, plus vous vous entraînez à ça, et c'est ça l'art de la préparation mentale, comme de la préparation physique. C'est pour ça qu'on s'entraîne pour que cette capacité, cette compétence plutôt à switcher d'un état à un autre soit très rapide, voire parfois instantanée. Donc demandez-vous, vous aujourd'hui, dans votre capacité à switcher, comme le fait un négociateur d'un service spécialisé, passer de la colonne d'assaut à la négociation, est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que la dernière fois que vous étiez peut-être dans une situation à haute intensité, vous avez réussi comme ça rapidement à switcher d'un état à un autre? C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui demande encore une fois de l'entraînement. Et moi je sais que quand j'étais policier de terrain, c'est quelque chose auquel je prêtais vraiment beaucoup d'attention parce que quand vous vivez pendant 8 heures, voire plus, des situations extrêmement complexes, difficiles, où il y a de la misère, de la violence, parfois il y a des ouvertures de feu, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles, très émotionnellement impactantes. Là, quand vous rentrez à la maison, vous devez être capable de faire ce switch pour passer de cette personne qui a fait des interventions au père de famille ou au mari. Donc cette capacité à switcher qu'utilisent certains négociateurs dans des unités spécialisées, elle est fondamentale. Ensuite, la clé numéro 2, et ça c'est valable pour des gens comme eux, ces négociateurs là qui sont dans des parties parfois qui sont complexes mentalement, émotionnellement, physiquement. Ça prend du jus, parfois ça peut durer des heures et des heures. Donc ça, ce qui va être important, ce deuxième point, ça va être d'être capable de désaturer son mental, à la fois pendant l'intervention, mais aussi après l'intervention. Et ça, c'est une compétence qui est vraiment très importante et ça demande aussi, comme dans le point numéro 1, être capable de prendre de la hauteur par rapport à soi-même pour voir qu'on est en train de saturer mentalement et être capable de désaturer son mental pour ne pas justement connaître une saturation qui nous empêcherait de manquer de lucidité et de discernement. Donc ça, c'est très important. Et après l'intervention, donc là, on va être plus en phase de régénération, en phase de repos, de récupération. Le mental, si on continue à le saturer par de l'information, par des choses qui viennent nourrir notre esprit, qui ne sont pas bonnes à court, moyen et long terme, au fur et à mesure du temps, on va saturer et on va arriver à un épuisement physique et mental qui ne sera pas bon pour soi, ni bon pour notre entourage. Et demandez-vous, vous aujourd'hui, est-ce que vous avez cette capacité, cette compétence à désaturer le mental? Tout à l'heure, on parlait de switch, c'était vraiment on switchait d'un état mental émotionnel à un autre. Mais là, on parle plus de saturation. Le fait d'avoir... Parce que quand on est saturé mentalement, on n'est pas forcément fatigué non plus. On est juste embué, on manque parfois de discernement, on manque de lucidité, on manque de prise de hauteur, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Et là, ce qui va être fondamental, donc, c'est d'avoir ces clés pour désaturer le mental. Donc là, on peut utiliser très bien les états modifiés de conscience, on peut utiliser aussi de l'imagerie mentale, on va pouvoir utiliser des ressources personnelles, mais aussi on peut utiliser des trucs tout simples. Certains vont utiliser de la musique, certains vont utiliser d'autres choses pour vraiment revenir dans un état de désaturation mentale. Moi, je sais que personnellement, 1 fois par semaine, ça c'est dans mes habitudes, j'aime aller au spa. Ça me permet de désaturer mentalement, physiquement. Et quand je vais faire par exemple de la boxe, ça me permet aussi de désaturer mentalement. Pas physiquement pour le coup, mais désaturer mentalement. Donc c'est aussi à vous de trouver ces moyens, ces stratégies pour apprendre à désaturer rapidement après un quotidien bien chargé. Et ça, les membres des unités spécialisées
que ce soit des négociateurs d'ailleurs ou d'autres, ont bien compris l'importance parce que sinon, avec un mental saturé, on a des difficultés à gagner en discernement et en focus. Ensuite, la clé numéro 3 qui est vraiment importante aussi, c'est que lorsqu'ils ont terminé une intervention, ces négociateurs vont procéder à un débriefing opérationnel. Ce débriefing opérationnel, il est très simple, il permet juste de prendre encore une fois de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et de voir ce qui peut être amélioré, et savoir ce qui peut être peaufiné, ce qui peut être peut-être enlevé, et tout ça dans une optique d'amélioration continue. Parce que moi, pour avoir côtoyé ce genre de personnes, et puis ces groupes, dans tous les groupes, ils ont toujours un souci d'excellence. Certes, on parle de performance parce que comme un athlète de haut niveau, il va chercher à toujours être meilleur. Là, on est dans un souci d'excellence et dans toutes les dimensions. Ça va être à la fois comment on peut améliorer la création de liens face à l'individu, comment on peut utiliser peut-être des techniques différentes pour arriver au mieux à négocier sans perdre le contact avec la personne, parce que le challenge vraiment permanent de ces négociateurs, c'est de maintenir le lien avec l'individu pour justement maintenir une liaison pour aller dans le sens de la négociation et dans le sens où cet individu puisse se rendre sans avoir à utiliser les armes. Parce que c'est ça en fait l'idée. Hein. Dans les groupes d'intervention, déjà en amont, on envoie les négociateurs parce que l'idée c'est d'interpeller et de mettre fin à une infraction sans qu'il y ait d'échange de coups de feu ou autre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et demandez-vous aussi, je suis toujours en parallèle par rapport à vous, ce que vous vivez, demandez-vous par rapport aux actions que vous mettez en place, par rapport à ce que vous vivez dans le quotidien. Est-ce que vous avez tendance à faire des débriefings opérationnels, à prendre de la hauteur, savoir ce qui a été bon, ce qui a été peut-être à améliorer, comment vous pouvez l'améliorer, qu'est-ce que vous devez enlever, qu'est-ce que vous pouvez peaufiner, ajuster, peut-être demander de l'aide aussi avec des gens qui pourraient vous aider. Bref, ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et c'est vrai que moi, dans la formation de préparation mentale, les débriefings sont au cœur de ma méthode, tout simplement parce qu'on ne peut pas évoluer sans avoir de débriefing. Et ça, ils doivent être faits en mode supervision pour pouvoir à chaque fois passer des caps. Ensuite, la 4e clé, elle va parler de posture. Et ça, j'ai adoré par rapport au dernier échange que j'ai eu avec un négociateur, dans sa capacité, dans sa compétence à créer du lien. Il y a vraiment une histoire de posture qui est vraiment très importante, et ça, je le retrouve quand on est dans la formation des personnes qui souhaitent accompagner de façon professionnelle d'autres personnes. Donc moi, quand je forme au métier de préparateur mental, ça, c'est des choses sur lesquelles je mets vraiment le focus. Dans cette posture, il y a vraiment 3 étapes, d'accord ? Donc on est sur la 4e clé, et les 3 étapes justement pour créer du lien grâce à votre posture, ça va être déjà en numéro 1, un négociateur va déjà se présenter. Il va dire qui il est, il va dire son prénom, il va dire vraiment sa qualité de négociateur, il va dire pourquoi il est là. Et ça, cette première phase-là, demandez-vous, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, que vous souhaitez accompagner, que vous souhaitez aider, ce qui est important, c'est de dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, dans quel but vous êtes là aussi. Parce que des fois, on arrive tout de suite en allant un petit peu de but en blanc avec la personne, en lui donnant tout de suite un conseil, mais la personne ne sait pas forcément qui vous êtes. Moi, je me souviens, quand j'étais sur le terrain en tant que policier, et que j'étais face à des victimes, face à des personnes qui avaient subi des agressions, ou même dans des personnes qui étaient en état de choc, et que j'avançais, même si j'étais en uniforme, je me présentais toujours en fait. J'annonçais mon prénom, je disais ce que je faisais et pourquoi j'étais là. Vraiment, pour commencer, c'est les prémices où on crée un début de connexion et on crée du lien. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui est important quand on veut créer du lien comme ça, c'est que cette présentation, elle ne doit pas être faite en mode sachant ou en mode parent et élève. Elle doit être faite à même hauteur, elle doit être faite de façon très conviviale et pour que la personne comprenne que vous êtes là pour l'aider. Donc ça, c'est la première étape dans cette création de lien. La deuxième étape, c'est vraiment créer de l'empathie pour montrer qu'on comprend ce que vit la personne, pour l'aider à aller de l'avant. Ça va être important aussi qu'elle vide un peu son sac. Donc ça, imaginez à quel point c'est fondamental quand on accompagne quelqu'un d'être en mode compréhension et pas en mode solution tout de suite. Donc si la personne sent qu'elle a un espace qui va être propice
où elle se sentira en sécurité, en confiance, eh bien, ça va être vraiment très intéressant pour la suite des opérations. Donc là, ce moment où il crée de l'empathie, il est fondamental. Mais si on veut créer de l'empathie sans s'être présenté, eh bien, on va louper une étape. Donc déjà, la présentation. Ensuite, il va y avoir cette phase d'empathie où la personne, elle comprend que vous êtes en mode compréhension et que vous êtes là pour l'aider. Ensuite, la troisième étape pour la création de liens et qui va être très important dans la posture que le négociateur a vis-à-vis de la personne, c'est qu'il doit établir un lien de confiance. Et pour ça, ça va être au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que plus la présentation et l'empathie auront lieu, plus ce lien de confiance va être important. Et ça, en termes de préparation mentale, on le sait très bien, quand on accompagne quelqu'un, plus la personne se sentira en confiance. Là, ça lui permet de se livrer, ça lui permet de dire des choses, peut-être qu'elle ne dirait pas à quelqu'un d'autre, qu'elle ne dirait peut-être pas même à son meilleur ami ou à sa meilleure amie. Et là, dans cet univers-là, la personne ça lui permet de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qu'elle vit, et ça lui évite à être de tout le temps la tête dans le guidon. Donc ça, j'ai vraiment apprécié la dernière fois que j'en ai discuté avec un négociateur. Donc moi, je le précise, j'ai jamais été négociateur dans la police. Je connais des négociateurs. C'est une discipline que je trouve vraiment intéressante, et je fais toujours un parallèle par rapport à la préparation mentale. Donc cette clé numéro 4, qui est comment on fait pour créer du lien grâce à la posture du négociateur, c'est que numéro 1, on va être dans la phase de présentation. Comment je fais pour me présenter, pour que tout de suite la personne ait envie de m'écouter. Phase 2, ça va être dans l'empathie, et cette empathie, comment vous allez montrer à la personne que vous êtes là pour elle et que vous comprenez pleinement ce qu'elle est en train de vivre. Et la troisième étape, ça va être cette phase de confiance, où lorsque la personne, elle sait qu'elle peut avoir confiance en vous et qu'elle va pouvoir se livrer à la fois verbalement, et le négociateur, lui, l'idée, c'est qu'il se livre, et bien aussi, que la personne se livre aussi physiquement. Et ça, ces 3 étapes-là, quand je forme des gens, elles sont aussi bien présentes, parce que vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, vous avez beau avoir les meilleures stratégies du monde, si vous n'avez pas cette phase de confiance qui vient de votre posture, eh bien, vous n'arriverez à rien. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, moi, dans le monde de l'accompagnement, viennent me voir et me disent, voilà, Geoffrey, j'ai un problème où je me sens un peu comme un imposteur. Eh bien, c'est juste une histoire de posture. Et comment on améliore sa posture pour aller vers une posture d'excellence? Eh bien, ça se travaille, ça se peaufine, ça demande de l'entraînement d'une façon bien spécifique. Et moi, ça, je sais que la posture, c'est quelque chose qui est très important lorsque je forme quelqu'un pour devenir préparateur mental. Donc ça, cette posture qui va créer un lien puissant en passant par 3 étapes, eh bien, c'était la clé numéro 4. 5e point, ce qui ressort aussi pour justement, et là on va un peu aller dans la continuité de la clé précédente, c'est que le négociateur, pour améliorer la création de liens, il va aussi s'autoriser à mettre en avant des choses similaires. C'est-à-dire que parfois, il va aussi mettre en avant des cas personnels sans non plus déballer sa vie perso, mais il va aussi pouvoir dire, par exemple, qu'il est aussi père de famille et qu'il comprend la situation. Vous voyez, toutes ces petites nuances comme ça qui fait que la personne en face de lui va se dire « Ah, il vit aussi ce genre de situation, il peut me comprendre ». Parce qu'il est important, quand on discute avec quelqu'un, quel est ce sentiment que vous soyez mis vraiment comme dans ses souliers. Donc, plus vous aurez des cas similaires à ce qu'elle a pu vivre, sans non plus prendre trop de place, juste en disant « Bah oui, je comprends, parce que tu sais, moi aussi j'ai 2 enfants, par exemple ». Là, elle va se dire « Ah oui, c'est un père de famille ou une mère de famille, il peut comprendre ce que je vis dans mon quotidien ». Ça, il y a beaucoup de coachs qui oublient de le faire ou qui n'osent pas le faire, ou parfois qui le font mal. C'est-à-dire que des fois, ils vont être beaucoup dans le moi-je, et ils vont plus laisser du tout de place à la personne avec qui ils parlent, et du coup la personne va au contraire, à l'inverse de s'ouvrir et de parler, elle va se refermer. Donc là, c'est un subtil mélange entre la compréhension, l'écoute, mais aussi la possibilité de se dire que vous aussi vous avez vécu ce même genre de situation. Quand j'accompagne par exemple un athlète de très haut niveau, ou un dirigeant ou un artiste, et qui vivent des moments de pression, j'en profite parfois pour,
comme ça, diluer des situations que moi-même j'avais vécues et sans non plus faire de la projection. Ça, c'est aussi important. Dire, tu sais, moi, c'est vrai que je me rappelle quand tu me dis ça, j'ai vécu ça et c'est vrai que c'était vraiment particulier. Vous voyez, on n'est pas obligé de dire tu devrais faire comme moi j'ai fait. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais au contraire, de faire un parallèle par rapport à ce que vous avez vécu, mais en disant ok, j'ai vécu ça, mais pas dans le but de dire ce que j'ai fait, tu dois le faire, mais au contraire dans le but de je te comprends parce que j'ai vécu aussi des situations qui, même si elles ne sont pas identiques, en tout cas, il y a quelques points communs. Donc, mettre en avant des choses similaires de votre vécu pour créer un lien fort, ça va être quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est ce que font certains négociateurs des services spécialisés. On arrive sur la dernière clé et non des moindres. Donc, pour devenir un négociateur d'excellence, pour vraiment améliorer l'art de la négociation, parce que concrètement, vous savez, un négociateur, pour se former, il se forme en quelques jours, en quelques semaines. C'est très vite. Il ne faut pas croire que c'est un cursus sur plusieurs années, du matin au soir. Non, c'est des fondamentaux qu'ils apprennent sur un cursus court. Mais par contre, ce qui va faire toute la différence, c'est l'entraînement derrière. C'est comment ils mettent en application, comment ils prennent de la hauteur par rapport à ce qu'ils font. Et ça, ces phases d'entraînement-là, par la pratique, eh bien, il est très important. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont formés en préparation mentale, en hypnose, en PNL, en technique d'accompagnement, quelle qu'elle soit, en méthode d'accompagnement, quelle qu'elle soit. Et vu qu'elles sont certifiées, elles se disent, c'est bon, moi, je sais faire. Et c'est là l'erreur. Parce que si vous n'êtes pas dans une continuité d'entraînement, d'avoir ce mindset d'entraînement, de vous dire que justement, chaque situation que vous pouvez vivre va être un moment propice pour vous entraîner et progresser et vous améliorer, alors vous passez, selon moi, à côté de quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est comme ce que me disait le dernier négociateur, ils font même des entraînements à la négociation, c'est-à-dire qu'ils sont formés, ils ont des cas concrets d'intervention, mais ils font aussi des entraînements réguliers pour toujours améliorer leur qualité de négociation. Et ça, c'est fondamental. Et des fois, on peut l'oublier parce qu'on se dit non, mais c'est bon, je sais faire. Sauf que la seule façon de passer des caps dans une pratique, c'est l'entraînement. Et c'est vrai que c'est pas sexy dans l'ère dans laquelle on vit, où on veut tout avoir tout rapidement et que ce soit beau, parfait, très rapidement. Mais les phases d'entraînement, elles sont fondamentales. Par contre, s'entraîner, ça ne se fait pas n'importe comment. S'entraîner, c'est mettre en place des exercices spécifiques d'une façon pédagogique spécifique qui va permettre derrière un débriefing spécifique pour grandir sur certains points qui sont, et oui, vous l'avez compris, spécifiques. Donc là, ces phases d'entraînement, elles sont importantes. Et vous, aujourd'hui, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous appréciez en tout cas aider les autres ou vous êtes en contact avec le public, ça va être fondamental de vous entraîner à vous améliorer justement dans les différentes compétences de relations humaines, que ce soit dans la communication, dans la création de liens, dans l'aide, dans la compréhension de l'humain, mais aussi dans cette compétence aussi d'accompagner une personne d'un point A à un point B. Moi, ça me fait toujours sourire quand les gens dans mon académie me disent « Mais Geoffrey, quand on te voit faire, ça paraît tellement simple. » Bah oui, ça paraît simple, mais parce que j'ai plusieurs heures sous le capot. Hein. J'ai pas débuté hier et ça, c'est ce qui fait aussi ma richesse. Quand je vous dis que j'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires à la préparation mentale, c'est réel, c'est factuel. Quand je dis que j'ai formé plus de 200 préparateurs mentaux depuis 2021, c'est une réalité. Sauf qu'à chaque cours, à chaque webinaire, à chaque séance, à chaque coaching, et puis oui, en parallèle, j'ai aussi mes coachings individuels VIP avec des artistes, des dirigeants et des athlètes de très haut niveau. Mais derrière chaque session, je m'auto-évalue chaque fois. Et c'est comme ça que ça me permet de gagner des caps. Et quand des fois, je suis un petit peu dans une zone d'ombre où je me dis, mais je vois pas comment je pourrais améliorer. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, mais je ne sais pas comment améliorer. Et bien là, à ce moment-là, je me fais aussi superviser, je me fais coacher, je me fais accompagner pour pouvoir toujours passer des caps. Donc voilà pour les 6 clés de préparation mentale utilisées par les négociateurs de certains groupes spécialisés. Évidemment, certains négociateurs l'utilisent. Je n'aurais pas la prétention de dire que tous les négociateurs utilisent ces clés-là, mais ceci dit, ce que je vous ai dit, moi j'ai pu le vérifier aussi quand j'étais présent comme formateur spécialisé dans la police. C'est souvent des choses qui reviennent dans les unités spécialisées. Donc numéro 1, être capable de switcher très rapidement d'un état mental à un autre. Numéro 2, être capable de désaturer son mental pendant et après aussi une intervention.
Numéro 3, être capable de faire un débriefing qui soit opérationnel pour toujours s'améliorer. Numéro 4, comment j'ai la meilleure posture pour créer un lien fort? Donc ça passe par 3 étapes. 1, la présentation. 2, cette phase d'empathie. Et 3, cette phase de confiance. Ensuite, point numéro 5, c'est cette capacité à mettre en avant des cas similaires que vous avez pu vivre et qui vont permettre à la personne de se dire « Tiens, elle me comprend parce qu'elle a vécu la même situation, en tout cas une situation qui est similaire. » Mais attention, comme je vous l'ai dit, de ne pas être dans la prise d'espace qui soit trop importante et que la personne sente que vous êtes plus dans du moi-je plutôt que dans de la compréhension. Et enfin, et non des moindres, la 6e clé, qui est cette phase d'entraînement où les négociateurs s'entraînent continuellement pour toujours améliorer leur qualité de négociation. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très important. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vais continuer comme ça à vous donner de l'arrière-scène sur certains univers qui sont parfois méconnus. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas la prétention d'avoir été négociateur dans un groupe spécialisé. Moi, ce que je suis, je vous l'ai dit, je vous le dis en tout cas, enfin ce que je suis et ce que j'ai été, je vous le dis avec beaucoup de transparence. Je ne m'invente pas une vie parce que j'aime quand les choses sont authentiques, quand elles sont réelles et surtout tout ce que je vous dis est toujours vérifiable et ce n'est pas des choses que je sors d'un bouquin, mais au contraire, je sors ça, c'est vraiment issu du terrain. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum d'étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à aimer, à liker, à partager, bref, à faire en sorte que les épisodes que je propose puissent être diffusés au plus grand nombre. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.